Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur l'actu PSG, marqué bien sûr par le match aller de ces barrages de Ligue des Champions demain à 18h45 au Roudourou de Guingamp pour y affronter Brest et le retour sera mercredi prochain au Parc à 21h. Deux matchs qu'on aborde dans les meilleures dispositions, disons-le. Déjà parce qu'on a très peu, voire pas de blessés. Warren et Mbaye sont les seuls absents du groupe convoqué par Luis Enrique. Des joueurs en pleine bourre, une équipe qui a beaucoup plus de variété, beaucoup plus imprévisible, avec des changements de position et bien sûr des résultats qui sont là sur le mois qui vient de s'écouler. Donc tous les voyants sont au vert. Bien sûr, il faut rester sérieux, concentré et gérer ces deux matchs contre les Brestois qu'on connaît bien. Des matchs qui sont toujours plaisants. Voilà, quand on affronte les Pirates, eh bien c'est toujours intéressant, il y a des buts, c'est ouvert. Parfois il remonte aussi, c'est une équipe qui est capable de marquer plusieurs buts en peu de temps et qui ne lâche jamais, donc ça il faudra bien y faire attention, même si sur le dernier match c'est plutôt nous qui avions marqué 3 buts en 10 minutes et Luis Enrique l'a dit en conférence de presse ce soir, ces 3 buts marqués rapidement en fin de match ont un peu faussé l'idée qu'on s'est fait de ce match qui s'était joué, rappelez-vous, le 1er février dernier. Donc là, c'était au Francis Leblay de Brest. Cette victoire 5-2, un peu en trompe-l'œil donc, selon l'entraîneur parisien. Bon, d'abord, revenons sur le week-end de Ligue 1. On avait ouvert le bal face à Monaco vendredi, un très bon match qui a suscité beaucoup d'engouement, à commencer par l'entraîneur de Monaco, qui nous a qualifié d'une des meilleures équipes d'Europe, un prétendant à la victoire finale en Ligue des Champions. Rien que ça, on va se calmer. Le reste du week-end a été positif, si on regarde derrière Marseille. Donc Monaco qu'on gagne, Lille qui perd contre Le Havre, ce qui fait que du coup c'est Nice maintenant le nouveau troisième, puisque eux ils ont gagné 2-0 contre Lens, c'est les grands vainqueurs du week-end après leur élimination en Coupe de France. Voilà, ils reviennent en championnat et c'est vrai que cette équipe de Franck Hez commence à être très sérieuse cette saison. Et Marseille ils ont gagné à Angers hier, donc ça fait qu'on garde 10 points d'avance sur eux. Pas plus, pas moins. Donc un week-end normal. Un classement où ils sont devant nous, les Marseillais, c'est sur les matchs à l'extérieur. Bon, ils ont un match en plus. Ils en ont joué 11 pour 27 points. Et nous, on est à 24 points avec 10 matchs. Donc, si on gagne le prochain match à l'extérieur, donc le déplacement à Toulouse, qui sera donc samedi à 21h, eh bien, on reviendra à égalité avec Marseille sur ce classement des matchs à l'extérieur. Bref, bon, on est en pleine bourre. Voilà, il faut le dire. L'équipe de Luis Enrique tourne à plein régime. L'entraîneur a sûrement mis de l'eau dans son vin après la passe de novembre, qui était plutôt moyenne, avec la défaite à Munich, où on lui reprochait d'avoir une équipe unidimensionnelle, qui a le ballon, qui fait tourner et qui ronronne. Là, on a ajouté de la variété. C'est évident. On a plus de jeux directs quand on récupère, de verticalité, dans les transitions bien sûr, de la prise de profondeur. Voilà, Gvara qui propose très souvent, voire tout le temps. Barcola, pareil, beaucoup plus. Des renversements, aussi beaucoup plus de jeux longs, donc ça fait plaisir. Les places, bien sûr, qui changent en permanence, ça c'est surtout pour les trois de devant. Et ce contre-pressing, voilà, comment parler du PSG de Luis Enrique sans citer ce compartiment où jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute, il y en a un qui enclenche, les autres qui suivent. Voilà, c'est très bien huilé, exceptionnel. Donc, demain, il va falloir confirmer tout ça avec le plus grand sérieux. Donc, match à 18h45, horaire un peu chiante. Sûrement pour avoir le match Real City pour tout le monde après à 21h du coup. 15 000 places au Roudourou pour 900, un peu plus de 900 supporters parisiens attendus. Je pense qu'on devrait nous entendre, surtout que le Roudourou ne sera pas plein. Il y a eu un papier qui est sorti aujourd'hui, comme quoi les prix étaient trop élevés. L'horaire du match fait que les Brestois peuvent pas se libérer du travail et faire 1h15 de route, qui sépare du coup les deux villes, pour être à l'heure au coup d'envoi, donc ils n'y vont pas. Bon, c'est regrettable. Après, il y a autre chose sur lequel j'aimerais revenir, c'est le fait que ce soit un duel 100% français. Donc tout le monde s'en est un peu plaint, moi le premier. Il faut avouer que, justement, en tant que Français, Farmer League selon les Anglais, on n'est pas habitué à voir deux équipes
dans ces sphères-là, à ce niveau en fait de compétition. Mais pour les autres, enfin les Italiens, les Espagnols, même les Allemands et surtout les Anglais, eh bien ils sont habitués à voir des équipes de leur championnat s'affronter en Coupe d'Europe. Donc finalement, c'est plutôt gage de qualité que d'avoir deux équipes de Ligue 1 qui se rencontrent. Et puis surtout, c'est Brest. Honnêtement, si ça avait été Monaco, ça m'aurait saoulé. Bon, alors, vendredi, on gagne 4-1, le match est très plaisant. Mais cette équipe de Monaco me plaît moins que Brest. Voilà, si j'avais à comparer. Et puis Brest, équipe française, mais c'est surtout la 21e équipe de Première Ligue dans les principes de jeu. Voilà, c'est vrai qu'elle a tout d'une équipe anglaise, avec ce bon vieux Éric Roy à sa tête. Bref, de leur côté, je parlais du match qu'on gagne 5-2 il y a 15 jours, il y aura des différences. Ils ont des retours. Déjà, leur latéral gauche, Aïdara, de métier, ça change quand même des choses. Et aussi Soumaïla Koulibaly, qui est un ancien Parisien, qui est défenseur central. Et en fait, normalement, il devrait prendre la place d'Ndiaye, qui du coup le remplaçait sur le match qu'on gagne là-bas il y a 15 jours. Et Ndiaye, c'est celui qui se trouve sur le deuxième but de Gonzalo Ramos, en toute fin de match. Donc voilà. Peut-être un défenseur central un peu plus sérieux demain du côté de Brest. Au milieu, pareil, il y a tout le monde à part Jonas Martin, je crois. Et devant, pareil, concurrence. On ne sait pas trop qui sera titulaire. Del Castillo, Romain Fèvre, côté gauche, Sima qui a fait du mal à Achraf Hakimi. Bien sûr, le grand Ludovic Ajorc qui est la principale menace en fait pour les Parisiens, pour nos défenseurs centraux. Donc voilà, pour les Brestois, bien sûr, l'enjeu, c'est de faire un exploit sur 2 matchs, et non pas sur un, comme ils en avaient l'habitude du coup jusque-là cette saison, parce que les phases de championnat, c'était sur 90 minutes. Là, 180, ça complique la tâche pour eux. Mais bien sûr, c'est une équipe qui sait emballer, qui sait nous gêner, nous marquer des buts surtout. C'est une équipe qui n'a pas qui n'a jamais vraiment eu, en fait, ce constat d'impuissance contre nous. À chaque fois, ils nous mettent un but minimum. Voilà. Donc, ça montre qu'ils sont capables de nous faire mal demain. Après, bien sûr, on est archi favoris. Même Luis Enrique, il l'a dit en conférence de presse. Bon, on va pas se mentir. Surtout que, en deuxième mi-temps, quand ils commenceront à fatiguer, on va faire rentrer des joueurs qui sont quand même en pleine bourre pour certains. Ramos, très vif pour d'autres, que ce soit Kvaratskhelia s'il est sur le banc, Lee Kangin qui peut aussi dynamiter ou plutôt lui dans un autre registre éteindre un petit peu le match par sa capacité à conserver le ballon. Désiré Doué aussi qui fait une très belle entrée contre eux le 1er février, rappelez-vous. Donc voilà, Luis Enrique a convoqué 20 joueurs pour ce match. Donc c'est un petit groupe, on n'est pas dans les quotas max que l'UEFA autorise. Donc Warren, Mbaye ne sont pas là. Mbaye, ça fait longtemps. Parce qu'au départ, c'était 3 semaines, je crois, sa blessure. C'était une entorse à la cheville, si je dis pas de bêtises. Et là, je pense que ça fait plus de 3 semaines. Zaguet et Axel Tapp ne sont pas convoqués. Voilà. Sinon, pour le reste, tout le monde est là. Même Mayoulou, qui était malade la semaine dernière, fait son retour dans le groupe. Je pense que, tactiquement, l'enjeu numéro 1, ce seront les seconds ballons, que Brest adore envoyer. Brest aime jouer long, que ce soit à la relance, aller chercher Ludovic Ajorc pour qu'ensuite ils remettent à un milieu qui serait du coup face au jeu, mais aussi centrer. Voilà. Envoyer un long ballon dans la surface, qu'on dégagerait un peu bizarrement et qu'ensuite Ludovic Ajorc reprendrait. Ça, en fait, les 2 buts qu'on encaisse contre eux lors du dernier match, c'est typiquement ce schéma. C'est le plus grand enjeu, je pense, pour les Parisiens demain. Après, voilà, avec ballon, faire tourner, prendre la profondeur, chercher les 1 contre 1. Si on mène, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on emballe le match au risque de se faire revenir ? Parce que comme je le disais, du coup, Brest, c'est une équipe qui peut nous rattraper rapidement. Donc si on réussit à ouvrir le score, à mettre le 2-0 par exemple, est-ce qu'on ferme la boutique sachant qu'il y aura un match retour, ou est-ce que on va chercher le plus gros score possible au risque de voir Brest remonter? Bon, ça c'est des questions qui, je pense, ne se posent pas pour Luis Enrique, dans le sens où on cherche à jouer notre jeu et on est en pleine confiance jusqu'à la fin des matchs. Ces derniers temps, voilà, on est à fond, on va récupérer les ballons jusqu'au gardien adverse, donc ça fait plaisir.
En termes de composition, bon, Donnarumma, bien sûr, avait fait un bon match. 1er février chez eux. Rappelez-vous son super arrêt. Je ne sais plus si c'était Del Castillo ou Fèvre. C'était la frappe juste après l'ouverture du score. Très très bel arrêt. Après, au pied, il était un peu moins bien sur ce match-là, notamment quand il fallait jouer long. On le voyait un peu moins, Donnarumma. Donc demain, on espère qu'il sera au top. Parce que contre Monaco vendredi, il a réussi à nous remettre des interrogations dans une période où il est en pleine bourre, avec ce but encaissé un peu bêtement. Euh, donc, on espère que demain, il sera en forme. Dans les sorties aussi, je parlais des centres de Brest. Voilà, faire des bonnes sorties déjà, s'imposer. Et ensuite, une fois que tu as fait ta sortie, ne pas renvoyer le ballon n'importe comment. Parce que les Brestois sont à l'affût des seconds ballons, comme on l'a développé un peu plus tôt. Voilà, au pied, oui, j'ai dit que il n'avait pas joué en pantoufle lors du dernier affrontement. Bon, pas de chaud au duel contre Ajorc, bien sûr, on se rappelle des grandes difficultés dans lesquelles il était sur le dernier match, parce que c'est difficile pour lui de défendre dans son registre habituel face à Ajorc, qui est un joueur grand et surtout très large en fait. Du coup, Pacho ne peut pas trop le gêner déjà. Il peut pas trop jouer de son vice en mettant les bras, les mains, parce que Ajorc, c'est une tour de contrôle, quoi, c'est un frigo. Et aussi, défensivement, Pacho, ce qu'il aime faire, c'est enlacer l'adversaire avec sa jambe pour mettre du coup, comme il a des longues jambes, Pacho, il va contourner l'adversaire et mettre le pied sur le ballon avant lui en fait. Sauf que là, avec Ajorc, il ne peut pas. Il n'a pas les jambes assez longues parce que le gabarit d'Ajorc rivalise tout simplement avec le sien. Donc là-dessus, interrogation. On espère que Pacho fera un gros match demain. Contre Monaco, il a montré une capacité à défendre sa surface plutôt intéressante. Donc ça, c'était de bon augure. À ses côtés, Marquinhos, bien sûr, pour son 100e match de Ligue des Champions avec nous. Donc c'est un sacré cap quand même pour lui. Et on espère le voir aussi bon avec ballon que sur le dernier match. Rappelez-vous, le poteau de Barcola, c'est sur une superbe ouverture de Marquinhos. Et même le dernier but, je crois, celui de Ramos, c'est sur une ouverture de Marquinhos. Et en première mi-temps, il envoie Kvaratskhelia. Il envoie vraiment du monde. Et c'était un de ses meilleurs matchs, mais depuis très longtemps, avec ballon. Donc demain, j'espère qu'il jouera comme ça. Voilà, les ballons pieds en rupture, téléguidés. Ça rappelle le Marquinhos 2021 et ça fait toujours plaisir. Bon, sur les côtés, retour d'Achraf Hakimi, bien sûr, après sa petite maladie qu'il avait privé de Monaco vendredi. Luis Enrique a dit en conférence de presse que là, il était à 100%, il est prêt complètement. Alors, le dernier match à Brest, il avait un peu pris l'eau contre Sima, notamment en première mi-temps, rappelez-vous, beaucoup pris dans le dos. Voilà. Et en seconde, quand je disais les centres de Brest et les seconds ballons, typiquement, c'est le premier but d'Ajorc, je crois. Long centre, depuis une position reculée, Brest, centre vraiment surface, et Hakimi se trouve complètement, veut faire une tête, mais loupe un peu le ballon, et du coup, le ballon, il tombe à 2 mètres de lui, et Ajorc est là, reprend, et boum, tire. Donc ça, c'est le genre d'erreur qu'il faut absolument éviter demain. On l'attend au tournant, le Marocain, et puis bien sûr offensivement aussi, dans son rôle qu'on lui connaît, et là où il a fait une première partie de saison, digne des tout meilleurs latéraux du monde. Bon, à gauche, Nuno Mendes. On va voir son rôle. On va voir son rôle parce que ces matchs, Nuno Mendes, ces derniers temps, au début, il est cantonné à un rôle défensif. Et ensuite, plus le match avance, plus il monte. Avec en apothéose l'entrée de Lucas Hernandez et lui qui finit en ailier gauche. C'était encore le cas vendredi contre Monaco. Est-ce que ça le sera demain ? Je vois bien une physionomie comme ça, dans le sens où demain, tu as même la question de débuter avec 4 joueurs à vocation offensive. Si tu mets Doué, Kvaratskhelia, Dembélé et Barcola, tu peux pas dire à tes 2 latéraux de monter, quoi. Donc ce sera probablement Hakimi et Nuno Mendes un peu en retrait. Après, qui nous dit qu'on va jouer avec les 4 offensifs ? Ça, j'en suis moins sûr. Mais voilà, Nuno doit absolument se concentrer. Il est très bon français, la conférence de presse. J'ai été surpris. Il parle très très bien. Bon, au milieu, évidemment, il y a le duo Vitinha-João Neves qui a toute sa place. Les Melou les a couverts de louanges en interview aujourd'hui. J'ai bien aimé le match de João Neves à droite vendredi. Donc voilà, sur ce côté. Alors, c'est vrai que vendredi,
Il était latéral. Il avait avec lui, bon, c'était peut-être pas dans les dispositions qu'il aura demain, mais à Stuttgart, il avait aussi fait un bon match, même si il était un peu moins en vue que contre Manchester City. À Stuttgart, il était relayeur droit et il fait un bon match. Et je trouve quand il est à droite, en fait, il s'entend un peu mieux avec Vitinha que lorsqu'ils sont tous les deux à gauche. Donc demain, pourquoi pas tenter João Neves, relayeur droit, Vitinha numéro 6. Bon, Vitinha comme d'habitude, hein, le tempo, donc ça fait plaisir de le retrouver à son meilleur niveau, donc à ce moment de la saison. C'est vrai que Vitinha, en fait, s'il nous pond des premières moitiés de saison plutôt moyennes pour ensuite monter en puissance à partir de février lors des échéances qui comptent, évidemment qu'on prend. Vraiment, ça change des Idrissa Gueye et Herrera qui étaient joueurs du mois de septembre chaque année, mais certainement pas du mois de mars. Bref, donc ce duo-là, bien sûr. Après, pour les accompagner, soit Ruiz, soit Désiré Doué. Ça peut se discuter. Bon, moi, je pense quand même qu'il va partir avec Fabian Ruiz. Il adore le joueur. Alors, c'est vrai que Brest est une équipe qui ouvre. Il y aura beaucoup d'intensité. Est-ce que Ruiz est fait pour y résister? Je ne sais pas. Mais de l'autre côté, il peut aussi nous permettre de mettre le pied sur le ballon, faire tourner. Il est plutôt soyeux et puis il court des kilomètres et des kilomètres, hein, notamment en Ligue des Champions. Il pourrait permettre à Nuno d'avoir un rôle un peu plus offensif, par exemple. Mais bon, je pense que Luis Enrique le prendra. Bon, Lee Kangin est complètement hors des débats. Désiré Doué, je pense aussi pour le poste de relayeur. Peut-être devant. Devant, ça se joue entre lui et Kvaratskhelia. Donc, on a joué à Monaco avec les 4. Est-ce qu'on va repartir avec? Sachant que demain, ce ne sera pas João Neves, le latéral droit, mais plutôt Hakimi, qui lui est plus offensif. João Neves, il a une culture défensive, une vraie culture du duel. Achraf, voilà, il est là pour monter, pour faire ses allers-retours de cheval. Donc, puis c'est la Ligue des Champions. Que le match aller, est-ce que tu as intérêt vraiment à partir avec toute ton armada? Alors bien sûr, Dembélé sera titulaire, évidemment. Il a encore creusé l'écart avec son doublé, puisque ni Greenwood, ni Jonathan David, ni du coup Barcola, qui sont ses 3 poursuivants au classement des top scorers de la Ligue 1, n'ont marqué ce week-end. Du coup, il est à 16, voilà, en 19 matchs joués. En 21 journées et 19 matchs joués pour lui. Donc c'est assez exceptionnel. Même si c'est vrai que du coup, maintenant, il y a pas mal de doublés et de triplés, en fait. Saint-Etienne, Brest et Monaco vendredi soir. Donc ça fait vraiment, vraiment plaisir parce que en décembre, je crois qu'il était que à 4 ou 5 buts en fait. Donc là, cette montée en puissance est assez dingue. Et il a été élu joueur du mois de janvier pour la première fois depuis 10 ans. La dernière fois, c'était quand il était à Rennes, tout simplement, sur l'unique saison de Ligue 1 qu'il a fait avec eux, avant de partir à Dortmund. Barcola, bien sûr, Barcola titulaire demain, lui aussi enchaîne les bons matchs, passe des pour Kvaratskhelia vendredi, un but refusé, même si voilà, il est là le long de la ligne, et donc la 3e place va se jouer entre Kvaratskhelia et Désiré Doué. Alors, la logique, je pense, voudrait que ce soit Désiré Doué, parce qu'il fait des matchs complets ces derniers temps. En Ligue des Champions, il s'est illustré. Kvara vient d'arriver. Tu peux dire plus facilement à Kvara que Doué va t'installer sur le banc. Le mec, il est là depuis 15 jours. Il a quand même beaucoup joué en Ligue 1, Coupe de France contre Le Mans. Il finit le match, je crois. Donc tu peux lui dire, voilà, doucement, tu vas rentrer pour une demi-heure. Et en plus, vu son état physique, donc Kvaratskhelia, qui je pense n'est pas apte à faire 90 minutes de très haut niveau en Ligue des Champions, tu lui dis, écoute, sur une demi-heure, en rentrant à l'heure de jeu, peut-être que tu peux plus te montrer que sur une titularisation. Parce que voilà, tu vas arriver quand l'équipe commencera à être fatiguée en face, toi tu seras frais. C'est vrai qu'à chaque fois ces débuts de match, ces premiers quarts d'heure sont électriques, Vara. Donc s'il rentre à la 60e face à une équipe qui commence à être un peu décousue, ce serait parfait. Mais vendredi, Kvaratskhelia est sorti tôt, à la 67e. Vous me direz Doué aussi, Doué est sorti encore plus tôt, en même temps que Barcola à la 63. Et en conférence de presse, Luis Enrique, alors, première question de Giovanni Castaldi qui lui dit, voilà, Désiré Doué, machin, qu'est-ce que vous en pensez? Et Luis Enrique dit, je refuse d'en parler personnellement, c'est la progression de l'équipe, tous les joueurs progressent, et il y a d'autres joueurs jeunes qui ont une évolution favorable. Alors, est-ce que ça veut dire que demain, il ne sera pas titulaire? Moi, je pense qu'il faisait plutôt référence à Mayoulou. Du coup, cette déclaration n'est pas vraiment un indice sur une titularisation ou non de Désiré Doué demain. Mais je pense quand même qu'il aime Kvaratskhelia et qu'il va partir sur ce trio, donc avec Dembélé et Barcola, et du coup Doué qui rentre.
Doué qui rentre en même temps que Ramos, potentiellement pour faire la même entrée que sur le 5-2. On rappelle, doublé de Ramos, bien aidé sur le premier but par un Désiré Doué qui avait été très très bon en sortie de banc, qui avait fait vraiment des différences, les deux, assez impressionnantes. Donc voilà. Je pense que ce sera ça la compo pour demain. C'était pas évident il y a une semaine. Honnêtement, le bon match de Kvaratskhelia contre Monaco change les choses. Mais encore une fois, subjectivement, je mets Doué. Objectivement, je pense que Luis Enrique va partir sur Kvaratskhelia. Bref, passons aux prolongations. C'est vrai qu'on en a assez peu parlé. Alors, elles ont été annoncées au début du match. C'est vrai que c'était un peu bizarre en fait. Parce qu'ils avaient dit rendez-vous à 20h. Et du coup, je me suis pointé au parc à 19h15. On attendait en fait. On attendait que les prolongations soient annoncées. On a vu les jeunes. Et après, il y a eu un gros laps de temps entre les jeunes et les quatre qui ont été présentés. Ça a duré 2 minutes top chrono. C'est vrai que tu étais pris par le temps parce que tu as décidé de le faire avant le match et pas après. Du coup, tu as les impératifs, les joueurs qui sont dans leur match, qui doivent ensuite aller se préparer, le coup d'envoi qui doit être donné à l'heure accessoirement. Donc, autant la présentation était pas ouf, je trouve, c'était pas ouf. Autant, voilà, les prolongations sont un vrai signal fort envoyé. Alors, Luis Enrique, déjà, qui accepte de rester long terme au PSG, ça, je ne m'éternise pas, c'est vraiment un très bon point. Mais j'aimerais m'arrêter sur les joueurs. Hakimi, qu'on envoyait au Real Madrid à 100% avec le départ d'Mbappé en fait. Parce que c'est son meilleur ami, parce que là-bas, au poste de latéral droit, ils avaient un manque, peut-être besoin de lui. Et je me demande même si sa famille n'est pas là-bas. Si sa femme, donc avec laquelle il est désormais divorcé depuis 2 ans maintenant, je me demande si elle vit pas à Madrid, sa femme. Mais j'en suis pas du tout certain. Euh, je me souviens plus. Faudrait vérifier. Donc voilà, tout était un peu réuni pour qu'il aille là-bas. Nuno Mendes, il y a un mois, c'était vraiment pas évident, pisté par Manchester United. Vitinha, je pense que c'est aussi un joueur qui est pisté en première ligue. Alors ça parlait de Chelsea à un moment donné. Mais voilà, réussir à boucler ce genre de prolongue, c'est vraiment un bon signal. Parce que les mecs s'inscrivent dans le projet. Moi, je pense que Vitinha, s'il demande un départ en première ligue, il a le même salaire qu'on lui donne là dans le cadre de la prolongue. Hakimi, pareil, s'il va au Real, c'est pas pour 3 cacahuètes en fait. Donc l'explication de ils prennent leur gros contrat, alors ça les vaut peut-être pour Nuno Mendes, parce que du coup il rentre dans le top 10 des salaires alors que il était limite le dernier avant. Mais surtout maintenant on veut prolonger Barcola et Donnarumma, il y aurait des signaux positifs qui reviennent. Mais Barcola, typiquement, si on réussit à le prolonger, ça s'inscrirait parfaitement dans ce que je viens de dire. Évidemment que c'est un joueur qui est surveillé, qui est courtisé, Barcola. Je suis sûr qu'il y a plein de clubs en première ligue qui l'aimeraient. Arsenal, typiquement. Voilà, des clubs, Tottenham, Liverpool, tous ces clubs-là, je suis sûr qu'ils l'observent. Donc, c'est vrai que si tu réussis à le verrouiller, ce serait encore un beau signal. Voilà. Donc ces prolongations sont les bienvenues. Ça fait plaisir d'avoir tous ces jeunes joueurs. Alors, Luis Enrique à la base devait être annoncé en même temps que Luis Campos pour dire oui, les deux, voilà, c'est un ticket en fait, c'est un ticket avec les deux, c'est pas l'un et l'autre. Au final, ça n'a pas été ça, parce que Luis Campos, on n'a toujours pas d'accord pour la prolongation. Et il n'est même pas sur la photo vendredi. Il n'est pas là, alors que c'est lui qui a mené les négociations. Pourquoi ? Parce qu'on lui a proposé une prolongue, mais visiblement, même si il veut prolonger, c'est pas forcément qu'il veut partir, ça négocie. Ça continue de négocier. Avec Luis Enrique, les relations sont bonnes, selon les médias. Après, je pense qu'il y a aussi des dissensions. C'est évident que, par exemple, sur le poste de 9, t'en as un, Luis Campos, qui veut recruter, et l'autre qui lui dit « Non, ne me ramène pas Victor Osimhen ». Même John Duran, cet hiver, on a appris que c'était vraiment Luis Campos qui le voulait absolument. Avec Nasser, pour le coup, je pense que leurs relations sont un peu meilleures maintenant qu'avant. Parce que c'est vrai que il arrive un peu par défaut pour faire plaisir à Mbappé. Peut-être que le fait que Mbappé ne prolonge pas ait été un camouflet au sein du club pour Luis Campos. Peut-être que Nasser lui en a voulu. Aujourd'hui, je pense que ça va entre les deux. Donc on verra si Campos se prolonge, mais il faut quand même noter que on a
une nouvelle génération. La troisième, je pense, sous QSI. Là, on est vraiment entré sur le nouveau cycle. Enfin, après Ibrahimovic, Neymar, Mbappé. Maintenant, voilà, on est sur ce cycle avec tous ces jeunes de grands talents recrutés. Alors, pour une réussite, c'est vrai que tu as 3 ou 4 échecs. Hein. Tu as des joueurs qui sont recrutés qui repartent très très rapidement. Skriniar, typiquement, c'est un échec 100% Luis Campos. Je pense Marco Asensio aussi. Colomani, non, parce que c'est un caprice de Nasser. Mais voilà, il faut aussi lui mettre à son crédit les Vitinha, les João Neves. Fabian Ruiz, on le recrute que 23 millions. Hein. Je crois que c'est 25 avec les bonus. Donc, faut aussi garder ça à l'esprit quand on parle de Fabian Ruiz, parce que tout le monde le déteste. Enfin, tout le monde. Il y a une vague de détestation sur lui. Parce que c'est vrai que c'est un joueur qui fait des pertes de balles stupides, plein axe, qui t'énerve. Quand il se retrouve aux avant-postes, il est sans vitamine, donc ça pareil, ça t'énerve. Et il dégage un espèce de flegme, de nonchalance, qui donne une impression visuelle pas forcément positive. Mais ça reste un joueur qui court 13-14 km sur un match, qui fait les efforts défensifs, qui sait mettre l'intensité et qui, avec ballon, réussit à recycler les possessions, faire des différences. Il est assez souvent avant-dernier passeur d'un but. Donc voilà, tout ça pour une vingtaine de millions d'euros, on le rappelle. Donc voilà. Et bon, c'est vrai que, alors, on pisterait Andrea Berta. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a eu un papier de Le Parisien. Comme quoi, on a contacté donc celui qui était l'ancien directeur sportif de l'Atlético Madrid depuis 10 ans. Hein. Il a quitté le club en décembre, là, il y a un mois. Ce serait Jorge Mendes qui pousse pour Berta. Parce que les deux se connaissent bien et s'apprécient. Et dans l'article, il est dit qu'en fait, avec Luis Campos, Jorge Mendes n'est ni ami ni proche. Bon, alors ça, j'y crois assez peu. Mais par contre, Berta, c'est vraiment quelqu'un qui est dans les petits papiers. Parce que 2017, avant qu'on prenne Antero Henrique, quasi spécifiquement pour le dossier Neymar, parce que Apero, il avait les contacts et il nous a bouclé le deal Neymar au final. Avant, lui, on voulait Berta. On voulait shipper Berta à l'Atlético. Donc voilà, c'est à surveiller. C'est vrai que c'est à surveiller, ce dossier du directeur sportif. Moi, je dois dire que je ne m'oppose pas ou plus à une prolongation de Luis Campos. Parce que il faut constater que l'effectif aujourd'hui a eu 2 ou 3 retouches d'être vraiment redoutable. Donc les retouches, c'est quoi? Un défenseur central droit, peut-être un numéro 6 pour l'équilibre de l'équipe, un numéro 6 un peu meilleur sur la transition défensive que Vitinha, et un 9. Et encore, le 9, si Luis Enrique en veut pas, pourquoi on irait le chercher? Ou plutôt un vrai faux 9 qui participe dans le jeu. Parce que c'est vrai que Dembélé, il est gentil à mettre ses triplés ces derniers temps, mais dans le jeu, c'est vrai que les matchs sont plutôt moyens. Tiens, ça d'ailleurs, c'est intéressant à regarder demain, le match de Dembélé dans le jeu. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis du coup, on se retrouve demain soir pour le débrief. Heureusement que le match est à 18h45. Moi, ça m'arrange grave parce qu'avec mes problèmes toujours pas réglés de mise en ligne là sur YouTube, qui fait qu'à chaque fois, je dois attendre 45 minutes pour que la vidéo se mette en ligne, alors que d'habitude, en 5 minutes, c'est fait. C'est cool. Du coup, je posterai le débrief un peu tard dans la soirée, sûrement pendant les autres matchs. Mais je le posterai pas à 1h du matin, comme ça aurait été le cas si on avait joué à 21h. Et j'espère que d'ici à samedi, le match à Toulouse, et surtout mercredi prochain, donc le match retour contre Brest, j'aurai réglé ce problème. Bref, bonne soirée à tous, ciao les amis, prenez soin de vous bien sûr.